Encore une fois, bienvenue à ce journal. La Chambre de l'instruction a rejeté la demande de non-lieu présentée donc par l'avocat dans le procès d'Agatha Habyarimana, et cette décision portait sur la forme et non sur le fond. C'est assez déroutant comme décision, mais pour comprendre ce sujet, nous avons invité dans ce journal Maître Richard Gisagara, qui est donc avocat auprès du barreau de Paris. Bonsoir Maître Gisagara. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors pour nous, c'est un peu difficile de comprendre ces différents termes juridiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette décision prise par les juges dans ce procès, dans l'affaire de Madame Agatha Habyarimana? Oui, aujourd'hui, en fait, la décision qui a été prise fait suite à l'appel qui a été interjeté par la défense de Madame Agathe Kanziga. Il faut se rappeler que Madame Agathe Kanziga fait l'objet d'une instruction depuis 13 ans. Donc, depuis 13 ans, il fait l'objet d'une instruction et il a été mis sous le statut de ce qu'on appelle le statut de témoin assisté. Et l'année dernière, donc, il a décidé, comme la loi l'autorise, de demander à ce que l'instruction soit clôturée et qu'il y ait un non-lieu. C'est-à-dire que la justice décide qu'il n'y a pas assez d'éléments pour la poursuivre et que l'enquête s'arrête là. Donc cette demande, elle l'a faite l'année dernière, mais le juge d'instruction a rejeté sa demande et elle a fait appel contre cette décision du juge d'instruction. Aujourd'hui donc, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a examiner l'appel qu'elle a fait et a déclaré son appel irrecevable. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on dit que c'est une question de forme. La Chambre de l'instruction n'a même pas jugé nécessaire d'examiner sa demande au fond parce qu'il a considéré que la façon dont cet appel a été fait n'a pas respecté les dispositions légales et donc il a été rejeté tout simplement sur une question de forme sans même devoir examiner le fond. Ce qui veut dire alors, c'est que ce que ça veut dire, cela veut dire que le dossier retourne devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction va continuer son investigation et s'il trouve qu'il y a assez d'éléments pour juger Mme Agathe Kanziga, à ce moment-là, il va rendre une ordonnance qui va renvoyer Mme Agathe Kanziga devant la cour d'assises de Paris pour être jugée. Mais dans le cas contraire, il peut aussi, ce n'est pas ce que nous espérons, mais c'est une possibilité, le juge peut également considérer qu'il n'a pas assez d'éléments et à ce moment-là, il va rendre une décision de non-lieu. Oui, donc on peut considérer que c'est quand même, pour les parties civiles, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que ce qu'elle demandait, elle demandait à ce que le dossier s'arrête là. Et donc la Cour, d'abord le juge d'instruction, en novembre dernier, a dit que non, qu'il y a encore des choses à faire. La Cour, la Chambre d'instruction aujourd'hui a confirmé la décision du juge d'instruction et donc le dossier va suivre son cours. Mais c'est une bonne chose puisque ça rejette la demande de Mme Kanziga, mais c'est quand même une interrogation que nous avons, nous, en tant que personnes qui représentent, dans les dossiers de génocide qui représentent les parties civiles. C'est quand même étonnant de voir que cette instruction se construit 13 ans après. 13 ans, c'est très long. Donc c'est une bonne décision, mais c'est une bonne décision quand même qui est en demi-teinte. Vous avez raison, parce que il faut remarquer que Madame Agathe est âgée aujourd'hui de 78 ans et elle prend de l'âge avec ces procédures qui traînent en longueur. Elle risque de ne pas passer finalement, de ne pas connaître le verdict dans son procès et pourtant elle est poursuivie pour un cas grave de génocide, de complicité dans le génocide. Oui, c'est effectivement une inquiétude que nous pouvons raisonnablement avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 2 personnes pour qui il existait des dossiers, mais qui n'ont pas pu être jugés parce que ils ne sont plus de ce monde. Donc, nous espérons que ce ne sera pas le cas de Mme Kanziga parce qu'il faut vraiment qu'elle puisse faire face à la justice. Elle est âgée, comme vous l'avez dit. Donc, nous osons espérer aujourd'hui, comme le président Macron l'a dit la dernière fois lorsqu'il était au Rwanda, qu'il allait donner assez de moyens pour permettre à la justice d'aller un peu plus vite. Donc nous espérons que dans les jours qui viennent, il y aura une décision qui va être prise pour que cette enquête ne continue pas à s'éterniser à longueur. Et voilà, et pour que il ne puisse pas échapper à la justice sans devoir répondre de ses actes.
Merci beaucoup, Maître Richard Gisagara. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous êtes avocat auprès des barreaux en France. Merci beaucoup. Je vous remercie. La suite de ce journal avec la Covid-19, la population un peu partout sur le territoire national a l'espoir de vaincre la Covid-19 si elle applique consciencieusement toutes les restrictions sanitaires. Les organes sanitaires lui demandent de ne pas tomber dans la complaisance car cela annule tous les efforts déjà consentis. Les précisions avec Kassim Youssouf. Dans les lieux publics tels que les gares routières, les marchés et dans diverses et petites agglomérations, on trouve de jeunes volontaires qui interpellent les habitants à appliquer les restrictions sanitaires mises en place pour riposter à la Covid-19, malgré que la distanciation sociale ne soit pas correctement appliquée. La population a toutefois l'espoir de vaincre cette pandémie. Actuellement, la virulence de la pandémie diminue parce que les restrictions sanitaires sont appliquées et les gens se font massivement vacciner. Ce n'est pas comme avant. Même si on affirme que les cas de contamination sont en nette réduction, il y a encore 10 secteurs en situation de confinement. Il est prévu que la date butoir de ce confinement est fixée à ce 31 août. Les habitants disent avoir tiré de ce confinement beaucoup de leçons. Les instances de base disent n'avoir pas cessé de suivre de près la mise en application des restrictions sanitaires contre la Covid-19. Le district de Kayonza dit que les nouveaux cas d'infection, surtout dans ces 4 secteurs en confinement, ont sensiblement diminué, ce qui promet bientôt le retour à la situation normale. On voit qu'actuellement, les cas sont en diminution. Les habitants ont joué un grand rôle dans l'application des restrictions sanitaires et les cas ont diminué. Le ministère de la Santé indique que le vaccin anti-Covid a contribué à la réduction du nombre de personnes infectées et que dans les 2 prochaines semaines, la situation sera encore mieux. Depuis que nous avons commencé à vacciner les personnes de 18 ans et plus, les cas d'infection ont diminué. À l'heure où je vous parle, à l'hôpital de Nyarugenge, on avait plus de 130 personnes par jour, mais maintenant nous sommes à 60 et les cas critiques ne sont pas nombreux. Cela prouve que la maladie n'entraîne pas beaucoup de situations critiques, mais c'est encore tôt. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, nous étions en confinement. Il y a divers secteurs qui étaient en confinement et c'est maintenant que beaucoup de gens ont commencé à se déplacer. Nous allons commencer à voir des bons résultats du vaccin et la protection de personnes dans 2 semaines, mais compte tenu de la situation actuelle, il y a espoir que tout ira bien. Et puis, il y a des centres de traitement où il n'y a plus de patients et sont fermés et les décès de personnes âgées sont en train de diminuer car beaucoup de gens sont vaccinés. Des spécialistes dans le domaine de la santé disent qu'on ne doit pas chanter victoire alors qu'on voit encore des cas d'infection et des décès suite à cette pandémie. Les statistiques du ministère de la Santé révèlent que depuis la confirmation de la pandémie de Covid-19 au Rwanda, elle a emporté la vie d'environ 1000 personnes. Jusqu'à l'heure actuelle, environ 1,5 million de personnes ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid et environ 600 000 ont accompli tout le schéma vaccinal. Toujours en matière de santé, les spécialistes en matière de développement de la petite enfance préconisent l'allaitement seul pendant les 6 premiers mois pour que les nourrissons n'aient pas de complications dans son développement. L'enquête 2020 sur la démographie et la santé au Rwanda révèle que le nombre de ceux qui pratiquent ces principes a diminué, passant de 87% en 2015 à 81% en 2020. Le point avec Kassim Youssouf.
Des parents se sont rendus ce lundi au centre de santé de Gatsata pour la vaccination de leurs jeunes enfants. Ouamahoro Renata notamment indique que pendant les premiers 6 mois, elle a seulement allaité son enfant. Après 1 heure, j'allaite mon enfant pendant environ 15 minutes et puis je change le sein s'il n'est pas rassasié. L'allaitement pendant 6 mois évite au nourrisson des fréquentes maladies et son développement se passe bien. D'autres parents tels que Ouaisenga Odette disent que ce régime d'allaitement favorise le bon développement de l'enfant. L'enfant a 2 mois et demi. Je l'allaite plusieurs fois possible. Il pesait 3,400 kg à la naissance et pèse maintenant 5,500 kg. Si au cours de ces 6 premiers mois, certains parents donnent à leurs enfants différents régimes alimentaires autres que le sein, c'est suite à différentes raisons. Des agents de l'État, par exemple, il est impossible d'avoir un congé de 6 mois. À 3 mois, on laisse l'enfant et cela affecte son développement car il n'est pas allaité chaque fois qu'il le souhaite. La vie, c'est tout faire et parfois il est difficile que le parent reste à la maison et après 3 ou 4 mois, elle va chercher du travail pour avoir de l'argent. Le chargé de l'alimentation au centre de santé de Gatsata indique que donner différents régimes alimentaires à l'enfant affecte considérablement sa santé. Lorsqu'on donne à l'enfant différents nutriments autres que ceux du sein maternel, cela peine le système digestif et cela peut entraîner le vomissement et la diarrhée. Le seul allaitement permet à l'enfant d'éviter des maladies telles que la diarrhée, l'otite et des maladies qui touchent l'appareil respiratoire, dont l'asthme. Les parents qui travaillent peuvent laisser le lait maternel. Nous leur apprenons comment on procède, comment on le conserve et comment on le donne à l'enfant. Le spécialiste de la santé maternelle et infantile en ce qui concerne l'alimentation au Centre national de développement de la petite enfance et de protection de l'enfant, Faustin Machara, indique qu'un bon allaitement prévient à l'enfant et la mère des conséquences fâcheuses de longue durée. Il a été remarqué que les enfants nourris au lait maternel présentent peu de risques d'obésité pouvant entraîner le diabète et la pression artérielle. Les parents qui allaitent ne risquent pas beaucoup d'attraper le cancer du col et ont beaucoup de chances d'avoir leur poids antérieur. Et puis, un bon allaitement est l'un des moyens contraceptifs. L'enquête 2020 sur la démographie et la santé au Rwanda, DHS, révèle que les statistiques des parents qui nourrissent leurs enfants seulement par allaitement pendant les 6 premiers mois ont passé de 87% en 2015 à 81% en 2020. Le Centre national de développement de la petite enfance et de protection de l'enfant indique qu'une analyse est envisagée pour déterminer ce qui explique cette diminution. Les pédiatres nutritionnistes indiquent que pendant 24 heures, l'allaitement se fait entre 8 et 12 fois. Si l'enfant refuse le sein maternel, il est conseillé aux parents d'aller à l'hôpital pour qu'on détermine la cause de ce refus. À présent, transport et technologie, les motards de Kigali estiment que la réussite du projet des taximètres pour moto sera possible grâce à une connexion de bonne qualité d'Internet, mais aussi par la mise en place des prix fixes pour des courses dans la ville pouvant satisfaire aussi bien les motards que les clients. Les taximètres ont déjà été utilisés en 2019, mais n'ont pas été adoptés activement en raison du coût élevé pour les passagers et d'autres défis techniques. Actuellement, les personnes effectuant le travail de taxi-moto ont été invitées à utiliser de nouveaux ces compteurs avant le 4 septembre courant. Les concernés estiment qu'il faut beaucoup plus de temps pour que cette technologie soit pleinement adoptée.
Les compteurs fonctionnent, mais le défi est la perception des passagers. Ils ne le comprennent pas tout à fait. La course est beaucoup plus chère que lorsque nous devions négocier à l'amiable. Là où nous avions l'habitude de les facturer 1000 francs, le compteur facture 1500. Et donc, c'est une perte pour les passagers. Peut-être que Rura peut changer des prix en premier. L'autre défi est une mauvaise connexion Internet. Et se déclenche tout au long du voyage, ce qui provoque des malentendus avec les passagers. Les personnes responsables de l'installation de ces compteurs soutiennent que cette application va améliorer le travail des taxis-motos. Environ 10 000 compteurs ne sont pas opérationnels depuis un certain temps. Nous avons fait une enquête pour voir lesquels fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas. Environ 4 000 sont opérationnels et nous travaillons sur ceux qui ont des problèmes techniques afin qu'ils puissent également reprendre leurs activités. Ngarambe Daniel, le président de la Fédération des motocyclistes du Rwanda, affirme que des solutions sont recherchées pour tous les défis posés par les compteurs. Il indique par ailleurs que le processus d'installation des compteurs se poursuivra et qu'ils vont annoncer à quel moment ils pourront commencer à les utiliser. Twagirayezu Jean de Dieu, résident en district de Rubavu, a reçu de la part du président de la République, Paul Kagame, 5 vaches en gestation à une agression que des criminels du groupe terroriste des FDLR a perpétrée à la fin du week-end en abattant par balle une vache et en blessant 4 autres. Explication avec Kassim Youssouf. C'était la joie pour Twagirayezu Jean de Dieu et ses voisins dans le secteur de Wugeshi lorsqu'il a reçu de la part du président de la République, Paul Kagame, 5 vaches en gestation. Il a exprimé sa gratitude au président de la République qui lui a offert ces vaches en compensation de celles qu'il a perdues et d'autres blessées. En attendant que le président me donne ces vaches, j'ai réalisé que je suis maintenant plus qu'un simple enseignant avec quelques vaches parce que ces vaches sont en gestation. Donc maintenant, je vais être un homme avec beaucoup de vaches et j'ai l'intention d'en offrir aux autres habitants. Ses voisins ont dit à ce propos qu'il s'agit d'un pacte avec le chef de l'État portant sur leur implication pour assurer eux-mêmes leur sécurité. Nous, ses voisins, sommes très heureux car il va aussi nous donner des vaches. Nous comparons ce jour au jour où le pays a été libéré de l'ennemi. Nous avons été libérés et nous nous sentons en sécurité parce que les organes de sécurité nous protègent et nous fournissons des informations en temps opportun et tout le monde joue son rôle pour résister à l'ennemi où qu'il se trouve. Le commandant des forces rwandaises de défense en province de l'Ouest, le général-major Alex Kagame, a rassuré les habitants du secteur de Wugeshi en disant que le groupe terroriste FDLR n'a plus de force sauf venir abattre par balle des vaches, même si c'est déplorable car la vache, dans la tradition rwandaise, revêt une grande importance. Il a exhorté les habitants à renforcer les patrouilles nocturnes et à fournir à temps les informations pour prévenir les actes terroristes que le FDLR a l'habitude de commettre à proximité des frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il leur a en outre assuré la collaboration des forces rwandaises de défense pour traquer ceux qui ont commis cet acte barbare pour qu'ils ne continuent pas à déstabiliser la tranquillité des habitants vivant à proximité de la frontière. Maintenant que ce groupe a recommencé à essayer de se montrer, nous avons la solution pour cela parce que les personnes qui les ont vaincus dans le passé sont toujours là. Nous ne sommes allés nulle part. Ce que vous devez faire, c'est ne pas devenir complaisant à ce sujet.
Effectuez vos patrouilles nocturnes avec discipline et nous aussi allons protéger les frontières afin qu'il n'ait aucun endroit par où se faufiler. Mais tout cela n'est possible qu'en travaillant avec les habitants. Le district de Rubavu a indiqué que les habitants du secteur de Bugeshi voudraient lui donner 3 vaches en plus des 5 que le chef de l'État lui a offertes. Les habitants du secteur Kalama du district de Houye indiquent avoir travaillé en étroite collaboration avec les forces de sécurité pour chasser les personnes qui ont endommagé la forêt des Bissi. Les forêts sont situées sur les versants escarpés des districts de Houye, Nyamagabe et Nyaruguru et appartiennent au gouvernement rwandais. Emmanuel Mutebutsi faisait partie de ceux qui allaient dans la forêt pour abattre les arbres pour faire du charbon de bois. Je suis entré dans la forêt et j'ai dit à tout le monde que les arbres m'appartenaient. Un jour, je suis allé là-bas, j'ai trouvé des agents de sécurité en train de patrouiller. En les voyant, j'ai voulu m'enfuir. Ils m'ont pourchassé toute la journée. J'ai eu la malchance de tomber dans un ravin et je me suis fait mal. Certains brigands utilisaient la forêt comme cachette et à partir de là, ils harcelaient la population locale. Des bandes de voleurs sortaient de la forêt et volaient nos affaires. Un matin, en me levant, je trouvais ma boutique vandalisée. Tout cela est maintenant changé depuis que la forêt a été sécurisée. Elle présente également des avantages environnementaux. Vous voyez, c'est une zone de collines escarpées et cette forêt aide à attirer la pluie afin que nous puissions cultiver nos terres. Le terrain que j'avais labouré pour moi-même était devenu presque un désert. Les autorités locales travaillent maintenant pour s'assurer que les forêts restent protégées. Ils veillent à ce que cela ne se reproduise plus. Nous bénéficions du travail des gardes forestiers chargés de protéger la forêt et je dois féliciter les autorités du district pour cette initiative. Maintenant, il est pratiquement impossible de couper même une seule branche d'arbre. Les forêts du district de Rouillé couvrent 2000 hectares.